Ancien responsable régional de grands acteurs de matériaux et de négoces, il rejoint en 2014 la première coopérative d'achat pour l'artisanat du bâtiment. Jean-Luc Féfan, directeur général de la COVAP, et cette semaine, l'invité business. Jean-Luc Féfan, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le directeur général de COVAP, comptoir vendéen des artisans plombiers, spécialisé finalement plus largement dans le chauffage, la climatisation, les énergies renouvelables, le sanitaire, l'électricité, l'électroménager, la cuisine, bref, toutes les activités périphériques d'ailleurs à ces domaines. Vous êtes membre du réseau ORCAB, l'organisation des coopératives d'achat pour les artisans du bâtiment, qui est un réseau national. La création de la COVAP, c'est 1982. Vous couvrez 6 départements. Ce sont 500 sociétaires adhérents que vous représentez. 150 salariés collaborateurs dans la coopérative pour un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros. Jean-Luc Féfan, au départ, ce sont, il faut le préciser, 50 artisans qui se réunissent. Pour quelles raisons? Quelles sont les motivations de cet acte fondateur? Les motivations de cet acte se portent de la façon suivante. Grosso modo, si on prend une unité de production de ces plombiers ou électriciens, ils font un chiffre d'affaires de 100 000 euros et la moitié en achats. Donc les achats sont importants dans leurs entreprises. À ce titre-là, ils observent assez rapidement que l'outil de négociation n'est pas maîtrisé. Et donc ils se disent ensemble, on va pouvoir massifier nos achats et conférer l'ensemble de nos achats à des gens dont c'est le métier. Et ils vont pouvoir faire à notre place les achats. Pendant ce temps-là, on va dégager du temps pour pouvoir être sur les chantiers en production. Et il n'y a qu'en production où ils puissent facturer leur temps. Bon, la volonté, donc, c'était clairement de s'affranchir du système classique, je dirais, de la relation avec les fournisseurs dont ils étaient vraiment tributaires. C'était d'améliorer la performance achat. Ils avaient le sentiment, véritablement, qu'il y avait encore une marge de manœuvre intéressante pour eux. Et donc, ils se sont émancipés du système classique. L'enjeu, il est peut-être encore d'ailleurs le cas de sortir de l'isolement, de l'atomicité, de la dispersion de ces acteurs, de se rassembler, d'être tout simplement plus forts ensemble. C'est tout à fait ça, la coopération, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'était de partager, de massifier, de trouver des éléments non seulement économiques au service de leurs propres entreprises, mais aussi de pouvoir échanger sur la gestion d'entreprise, sur des tuyaux, et continuer à le faire aujourd'hui, du type quel avocat, quelle prestation, etc. Et donc ils s'échangent aussi de la main-d'œuvre, puisque leurs travaux ne sont pas toujours linéaires, on le sait bien sur les chantiers. Donc ce sont des gens qui sont vraiment dans le titre coopératif. Qu'est-ce que vous demandez d'ailleurs concrètement? Alors justement, aujourd'hui, 40 ans plus tard, est-ce que les attentes ont évolué? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous aujourd'hui, vos adhérents, les artisans que vous représentez? Ils nous demandent d'être rapides, de pouvoir stocker des produits dont ils vont avoir besoin. Le sujet du stockage est particulièrement prégnant en ce moment. On a des carences sur les fournitures en matériaux. Ils veulent l'être livrés à temps. Donc aujourd'hui, sur le fronton, on a coopérative d'achat et véritablement, on est plutôt orienté sur le métier de la logistique. Et donc c'est de pouvoir stocker et livrer à temps sur les chantiers ou dans leurs entreprises. C'est au-delà du prix qui leur est nécessaire, c'est quand même la fonction qui est principale maintenant. On va parler évidemment un peu du contexte actuel. Vous avez commencé à l'évoquer. Les confinements et autres mesures ont entraîné un freinage global de la consommation, ont eu un effet en tout cas dissuasif, notamment sur les loisirs, avec pour conséquence, ou corollaire en tout cas, l'explosion de l'épargne disponible des Français. On sait en tout cas qu'elle est massive. Et puis une reconcentration sur le foyer, sur le besoin d'améliorer son domicile, tout ce qui est associé. Est-ce que c'est une opportunité, un effet d'opportunité pour les artisans aujourd'hui en France et sur notre territoire? C'est exact. Alors, on a deux effets en fait qui viennent se contrarier. Le premier effet est le ralentissement de la construction neuve, pavillonnaire ou groupée. Donc là-dessus, il y a des difficultés, particulièrement sur les grandes villes. Nous ne sommes pas présents sur les mégapoles aujourd'hui tels que Nantes, pour notre part. On est plutôt sur un niveau rural ou sur la côte. Et à ce titre-là, par contre, les gens ont cherché à avoir beaucoup plus de confort. Donc on refait des salles de bain, on refait de la cuisine, on refait de l'aménagement, du chauffage, de l'éclairage. Et là, sur ces parties-là, ça s'est complètement envolé. Et on prend un petit peu peur aujourd'hui avec la pénurie de matériaux. Les conséquences dans le bois, chacun a pu en entendre parler, vont nous interroger sur la possibilité d'avoir
les meubles de cuisine dans quelques temps, puisque les agglomérés deviennent un petit plus difficiles à trouver. Bon, rénovation, effectivement, investissement dans la pierre qui est peut-être une valeur refuge aussi dans ces moments d'incertitude. Justement, prix des matériaux et du fret maritime qui s'envole, vous avez évoqué la pénurie de ces matériaux, très forte demande des artisans qui sont débordés, qui doivent rattraper parfois un carnet de commandes qui date un petit peu, ou en tout cas qui a été retardé par la crise. Est-ce que tous les ingrédients, Jean-Luc Féfan, sont réunis aujourd'hui pour la hausse des tarifs du second œuvre? Il y aura un impact, mais pour autant, de façon très claire, si on prend le cuivre, qui est un élément fondamental chez nous, il a doublé en un an. Mais pour autant, il n'intervient pas d'une façon prédominante dans l'ensemble de la construction. Donc il y aura des impacts, mais qui resteront, me semble-t-il, si on en reste juste à ces niveaux-là, assez acceptables, possiblement acceptables. Les carnets de commandes sont au double de ce qu'ils ont toujours été, donc c'est assez impressionnant. Le goulet d'étranglement, en définitive, vient du problème de la main-d'œuvre à laquelle peuvent accéder les petits entrepreneurs, les petits artisans. Et là, ils ont beaucoup de mal à pouvoir recruter, et c'est de façon nationale. Bon, nationale et structurelle, c'est pas conjoncturel. Ça fait des années qu'on parle de ce métier en tension, et notamment les questions de l'attractivité sur ces métiers-là. Oui, il faut dire aussi que dans l'orientation des jeunes à l'école, ça ne fait rêver personne, et aucun enseignant, me semble-t-il, privilégie la voie du maçon, du plombier, etc. C'est encore vrai aujourd'hui? J'en ai le sentiment. Je ne dis pas que c'est répandu de façon générale, mais on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de CV tomber sur les community managers, qui était quelque chose de tout à fait intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop. Et de l'autre côté, sur des métiers manuels, on est en manque, on est en attente aujourd'hui. Bon, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette crise et ses effets pour les artisans, et notamment vos adhérents qui avaient contractualisé avant la pandémie. Ça veut dire une hausse répercutée sur leurs factures de 20 à 30%. Les clients vont accepter ça facilement? Ou c'est une perte sèche, clairement pour Alors, les délais ne sont pas toujours aussi longs quand on est sur du privé. Ils ont anticipé pour partie, on les avait avertis, nous aussi, des risques qui allaient encourir. Notre rôle de coopérative, là aussi, par contre, quand je parlais des stocks tout à l'heure, c'est d'essayer de faire tampon là-dessus. On a commandé, dès les premiers temps où il a fallu fermer nos entreprises parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait se passer pour la pandémie, on a stocké tout ce qu'on pouvait stocker, de façon à se dire, au redémarrage, on aura du matériel pour pouvoir aider nos artisans à lancer ou relancer leur chantier. On vient de faire de même aussi quand on a su que la hausse des matériaux allait être impressionnante pour certains d'entre eux. Et donc, il y a une capacité aussi peut-être à lisser les choses sur un certain temps. Il est vrai que celui qui a 100 pour faire un chantier, un donneur d'ordre privé n'en a pas 120 ou 125. Ça posera peut-être des problèmes à moyen terme. Bon, la situation justement de ces négoces, de ces matériaux qui manquent, de ces situations presque géostratégiques, on l'a vu avec les Américains qui aspirent le bois. Est-ce qu'il y a un sujet de souveraineté sur la fabrication de nos matériaux pour la construction du second œuvre en France? Et est-ce qu'on va prendre conscience de cette situation et de ces carences pour les années à venir? Je ressens dans les coopératives de bois, on avait un échange ce matin en conseil d'administration, que c'est beaucoup plus tendu. Il leur manque des matériaux, clairement. Ils ne peuvent pas livrer leur chantier aujourd'hui. On n'est pas, nous, sur la partie plomberie, électricité, à ce niveau de tension-là. Comment ça va se passer? Il faut bien s'interroger. Est-ce que, de nouveau, il faut éviter d'exporter nos bois et plutôt essayer de les réutiliser en circuit court. Il faut qu'on ait aussi une réflexion globale sur l'utilisation de nos produits, diminuer les problèmes de carbone, donc de transport. Il faut que tout le monde s'y mette, les politiques, les entreprises, de façon à essayer de mettre en symphonie assez rapidement les bonnes actions. Merci Jean-Luc Féfan. Il est déjà temps de passer à la rubrique Inspiration. En effet, pour mieux comprendre ce qui peut guider nos dirigeants dans leurs actions, leurs décisions au quotidien, si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Jean-Luc Féfan, parlez-nous de cette dernière lecture ou de cette lecture qui vous a marqué, qui vous a inspiré. Les conquérants de l'inutile, de Lionel Terray.
Donc c'est un alpiniste reconnu, l'ouvrage est connu et reconnu par ceux de la montagne ou ceux qui lisent les ouvrages sur la montagne. Je trouve ça assez chouette, le fait de pouvoir faire une action dure, difficile, qui est celle de gravir une montagne, et on le fait sans rien en attendre qu'une plénitude, un moment d'extase. Un voyage, un déplacement, une expérience géographique qui vous a marqué? C'est probablement rattaché de nouveau à la montagne, c'est arriver au sommet le plus haut des Pyrénées, qui est Piquelongue, dans le massif du Vigmal, 3298 mètres, donc ça reste modeste, mais de là-haut, le point de vue est superbe. La course est assez longue et elle est propice donc à la réflexion. La marche est toujours propice à essayer d'avancer dans ses pensées et de les former. Une acquisition, un investissement ou même une dépense qui fait sens selon vous? Une acquisition qui était récemment une toile d'un peintre, Jim Drouet. Jean-Marie Drouet est peintre et vit au Sable d'Olonne. Il est reconnu dans le milieu internationalement puisqu'il expose à New York, à Madrid, en France bien évidemment. Peinture très contrastée, très lumineuse, de scènes de bord de plage notamment. On peut retrouver un petit peu l'esprit de Hopper sur sa peinture. Une rencontre, Jean-Luc Féfan, une personnalité qui vous a marqué, qui vous inspire? Jean d'Ormesson est quelqu'un qui m'a toujours un petit peu impressionné, philosophe. Son poème sur le train de ma vie est quelque chose d'assez intéressant. Et puis sa position aussi en disant qu'il était positif plutôt qu'optimiste, quelque chose qui résonne tout à fait particulièrement en ce moment, où il ne faut ni être pessimiste, ni être optimiste, mais simplement positif. Je pense que ça aide à avancer au quotidien. Une maxime, une devise ou une citation que vous aimez vous répéter, qui pourrait guider vos actions, vos décisions? Bon, mon père me disait lorsque j'étais petit, et je garde cette phrase, et je crois qu'elle va sur le rythme aussi de la montagne, de la marche, qui va doucement, va sainement et va longtemps. C'était une maxime italienne. Pour terminer, Jean-Luc Féfan, un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil ou avec qui vous aimeriez parfois pouvoir converser? Difficile d'arriver à trouver des gens comme ça. Je penserais à des explorateurs. J'aimerais bien converser avec Jean-Louis Etienne ou des gens qui sont pleins d'enthousiasme, qui ont eu des parcours de vie sensationnels et qui, à 70 ans, je crois, passés, continuent encore l'aventure et contribuent au bien commun. Merci beaucoup Jean-Luc Féfan. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Covap et vous étiez bien sûr l'invité business. Merci Clément Lessort.